Bonsoir à tous. Les titres de ce journal. Les ministres de la Défense, de la Sécurité, le président de la CENI rendent visite à l'unité de sécurisation des élections. Les efforts consentis pour sécuriser le processus électoral du 4 février sont salués. Et puis 44 millions de dollars, c'est le montant injecté dans le financement du projet de développement intégré de l'horticulture. Les Échos, c'est dans ce journal. Et puis, la Guinée s'inspire du modèle marocain en matière de tourisme. Une délégation marocaine séjourne actuellement à Conakry pour échanger avec les cadres guinéens. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition qu'on entame avec cette série de décrets. Décret numéro D/019/PRG/SGG portant nomination du médiateur de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Saïd Fofana, ancien Premier ministre, est nommé médiateur de la République en remplacement du général Fassiné Touré. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 février 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret D/2020/PRG/SGG portant nomination d'un haut cadre à la primature. Le président de la République décrète. Article 1er. Dr Younoussa Ballo, précédemment secrétaire général du ministère de la Santé, est nommé conseiller chargé des questions de santé à la primature. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 février 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret D/2018/021/PRG/SGG portant nomination de haut cadre au ministère des Transports. Le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Monsieur Mamadi Kaba, ingénieur d'aviation civile, précédemment directeur national de l'aviation civile, est nommé directeur général de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. 2. Monsieur Ahmed Tidiane Souma, précédemment inspecteur de la sécurité des vols à l'AGAC, est nommé directeur général adjoint de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, signé professeur Alpha Condé. Et puis, nous continuerons cette série de décrets à la fin de ce journal. La Cour pénale internationale garde un œil sur les élections en Guinée. C'est ce que vient d'affirmer la délégation de la Cour pénale internationale en séjour à Conakry. L'autre sujet abordé par les émissaires de Fatou Bensouda avec le ministre de la Justice porte sur les derniers développements de la procédure du 28 septembre. Et les différentes parties se sont accordées sur l'organisation prochaine d'un procès. Tcherno Younoussa Ba. Cette mission de la CPI constitue la 15e depuis les crimes au stade de Conakry en 2009. Cette fois, le bureau de la procureure est venu constater les derniers développements qui ont abouti à la clôture de l'instruction dans cette procédure. Déjà, le renvoi du dossier devant le tribunal criminel de Dixine rassure les émissaires de Fatou Bensouda quant à la tenue d'un procès dans cette affaire. C'est une avancée extrêmement significative. Un certain nombre de protagonistes vont maintenant être renvoyés devant le tribunal criminel. Donc nous sommes venus pour prendre acte de ce développement et discuter avec monsieur le ministre, avec les autorités des préparations nécessaires à l'organisation d'un procès équitable dans de bonnes conditions et dans un délai aussi raisonnable que possible. L'organisation prochaine d'un jugement devra rétablir plusieurs centaines de personnes et d'ONG constituées parties civiles dans leurs droits. Le TAP va conduire à l'examen des inculpés pour viol, assassinat et autres crimes présumés qui ont caractérisé ces événements douloureux. Le ministre Sako exprime toute la volonté du gouvernement à faire juger ce dossier. J'ai rassuré la CPI, la volonté du gouvernement guinéen de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes.
Là, il faut qu'on soit assez clair là-dessus. Il y a absolument une volonté politique de lutter contre l'impunité. L'affaire du 28, mais au-delà de l'affaire du 28, même dans la quotidiennité. Comme par coïncidence, la délégation de la Cour pénale internationale constate avec regret les violences post-électorales dans le pays et appelle les partis à la retenue. Il est absolument indispensable que chacun fasse preuve de retenue et garde bien à l'esprit que le bureau du procureur garde un œil sur ce qui se passe parce que les violences électorales ou post-électorales, nous avons vu ça dans d'autres pays, ça peut aboutir à des conséquences absolument dramatiques. À travers cette déclaration, la délégation de la justice internationale demande aux acteurs politiques de privilégier le dialogue pour éviter un drame similaire à celui de 2009. Les violences post-électorales préoccupent. À Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraye, 4 enfants ont trouvé la mort dans ces violences. Face à cet acte criminel, Adja Mariama Silla, la ministre de l'Action sociale, condamne et appelle tout le monde au calme et à la retenue. Mori Sidibé. La mort de 4 bébés dans les violences post-électorales dans la sous-préfecture de Kalinko à Dinguiraye choque les consciences. Pour la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, la ligne rouge a été franchie. Les acteurs sont invités au calme et à la retenue. Au regard des violences enregistrées ces 3 derniers jours et dont les conséquences dramatiques demeurent indéchiffrables pour de nombreuses familles, l'espoir a vite cédé à la place à la tristesse et tend à compromettre le bon vivre ensemble qui a toujours caractérisé notre nation. Je m'incline pieusement devant la mémoire des 4 enfants, dont un d'1 an 7 mois, arrachés sauvagement à l'affection de leurs parents et de leur communauté dans la sous-préfecture de Kalinko, préfecture de Dinguiraye. L'ampleur des dégâts et les conséquences des violences inquiètent. La ministre invite les familles sur leurs responsabilités individuelles à l'égard des autres membres qui la composent. La préservation de la paix doit caractériser les comportements. On ne le dira jamais assez. Si la jouissance des dividendes de la prospérité est à certains égards individuelle, la déviance solitaire impacte toujours négativement notre existence collective. Aux enfants de s'abstenir de tout acte de vandalisme parce que leur avenir se construira uniquement dans la paix et non la haine et la violence. Dans cette affaire et d'autres actes de violence enregistrés depuis le 4 février dernier, l'État compte mener des enquêtes afin de situer les responsabilités et condamner les auteurs à la hauteur de leur forfaiture. Des voix s'élèvent donc de partout pour déplorer et condamner ces violences post-électorales enregistrées dans certaines localités du pays. Une situation à propos de laquelle la présidente du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix a animé une conférence de presse. Objectif, explorer les voies et moyens à entreprendre pour calmer la situation. Fatimatou Diallo. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix s'implique dans la gestion de la crise post-électorale. La présidente du REFMAP estime qu'il faut respecter les engagements pris pendant le dialogue politique interguinéen pour la bonne marche du processus. Nous nous rendons compte que les acteurs politiques, après nous avoir fait comprendre, n'est-ce pas, qu'ils sont d'accord à aller aux élections communales, puisque partout nous avons vu des listes de candidatures, n'est-ce pas, aux élections communales. Ça veut dire que ceux qui ont participé acceptent les règles du jeu, du code électoral tel qu'il existe aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors nous sommes inquiets qu'avant même la fin de ce processus qui est la proclamation officielle des résultats, n'est-ce pas, qu'il y ait autant de violence, autant de contestations. Nous sommes inquiets. Ça nous fait penser que le cadre juridique et réglementaire, n'est-ce pas, de ces élections communales n'a ou pas été compris ou pas été accepté. On a amené le peuple dans un processus auquel les acteurs qui ont pris part au processus ne croyaient pas.
Et ça, je pense que si c'est le cas, n'est-ce pas, ça veut dire que c'est une trahison. La mission du REFMAP est de promouvoir et d'assurer le plaidoyer à tous les niveaux, et cela à travers l'implication des femmes. Il faut qu'on s'entende sur les règles du jeu. Ces règles du jeu ne peuvent pas se faire dans la violence. Cette rencontre avec les hommes de médias a été une occasion pour cette organisation de les interpeller à plus de responsabilités pendant cette période qu'elle juge sensible. Le REFMAP estime qu'une synergie d'action serait nécessaire pour maintenir la paix dans le pays. Je vous le disais dans les titres, l'unité de sécurisation des élections reçoit la visite des ministres de la Défense, de la Sécurité et du président de la CENI. Les échanges ont porté sur les efforts consentis par cette unité pour sécuriser le processus électoral du 4 février dernier. Reportage Aïssata Marshall. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la protection et de la sécurité des populations. Cette initiative de l'UCL est appréciée par les différents responsables du pays. Il est important qu'on vienne prendre contact avec ce centre pour pouvoir faire le point, pour voir quelles sont les difficultés et comment les choses évoluent dans le cadre de la sécurisation des élections. Nous avons déjà traversé la première phase, c'est-à-dire le vote qui s'est passé globalement dans de très bonnes conditions, même s'il y a eu des petits problèmes passés par là. Donc ça a été bien maîtrisé par les unités spéciales de sécurisation des élections. Ensuite, maintenant, nous sommes dans une autre phase ici, c'est-à-dire le transfert des résultats, la centralisation et puis la proclamation des résultats aussi. Et vous voyez comment se présente la situation dans le pays. Donc il est important qu'on vienne prendre contact avec eux pour les encourager, les féliciter pour le travail qui a été effectué et pour les demander à continuer à œuvrer dans ce sens-là pour vraiment renforcer la paix et la sécurité dans notre pays. L'UCL a été mise en place dans l'intérêt de tous les partis politiques, de tous les Guinéens. C'est dans le cadre de la sécurisation des élections que les résultats sont proclamés, que les voies qui sont offertes, n'est-ce pas, par les lois et règlements en vigueur dans ce pays, que ce couloir juridique soit emprunté par tout le monde. Malgré les difficultés qu'elle rencontre dans sa volonté de rétablir la paix et la sécurité entre les Guinéens, le commandant de l'UCL rassure sur les dispositions prises. La réalité a prouvé que ce sont les élections les plus compliquées et les plus difficiles à gérer, tant sur le plan organisationnel que sur le plan sécuritaire. Parce que chaque localité et chaque citoyen est concerné par ces élections. Donc c'est ce qui fait la difficulté et la démarcation par rapport aux élections passées. Pour ces élections communales de 2018, l'UCL est composée de la gendarmerie, de la police, de la protection civile. Elle s'investit dans la crise née après les élections locales du 4 février dernier. Elle continue d'inviter les populations de la cohésion sociale pour la paix et la stabilité en Guinée. À savoir d'ailleurs que les résultats partiels définitifs de cette élection communale du 4 février sont attendus ce soir. Une élection qui a appelé aux urnes plus de 5 millions de Guinéens pour élire les conseillers communaux et les maires. Mais qu'est-ce qu'un maire? Notre reporter Makeme Donzo est allé en savoir davantage sur cette fonction, ses attributions et surtout comment est élu un maire. Suivez. Le maire est la première autorité d'une commune. Il ou elle porte une double casquette, agent de l'État et agent de la collectivité territoriale. En Guinée, le maire est élu par le conseil municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil après les élections locales. L'élu doit remplir certaines fonctions administratives sous l'autorité des administrateurs territoriaux. À la tête de la commune, le maire est officier d'état civil. Dans ses fonctions, le maire est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et il agit sous contrôle de ce dernier. Il ou elle représente la commune en justice, passe les marchés, signe le contrat, prépare le budget et gère le patrimoine communal. Après que le conseil ait été élu, le conseil se retrouve élu en son sein, à travers donc, ici nous sommes en face du suffrage universel indirect, parce que c'est les élus qui élisent en leur sein leur maire
et son adjoint. La proportionnelle, ça permet d'avoir sur une liste beaucoup plus d'élus, n'est-ce pas, de la liste au sein du conseil. Ce qui favorise, comme c'est une élection également au sein du conseil, ce qui favorise donc l'élection sur cette liste du futur maire. Mais ce qui n'est pas gagné, parce que vous savez, au sein d'un conseil, même si vous avez le plus grand nombre de conseillers, il n'est pas sûr que vous ayez le siège de maire. Parce que des tractations peuvent se mettre en place et avoir des alliances pour soi, pour faire élire une liste qui n'avait pas au départ la majorité. Le maire exerce donc des compétences déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre compte de ses actes. Le mandat du maire est de 5 ans, renouvelable. À la différence de l'élection présidentielle, le mandat d'un élu local n'est pas limité dans le temps. Il est indéfiniment renouvelable. Le maire est titulaire du pouvoir propre. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l'ordre public, tout comme la sécurité et la salubrité publique définies dans le Code général des collectivités territoriales. À propos, une autre question est soulevée, celle des calculs de composition de sièges au sein du conseil communal. À propos, je vous invite à suivre cet extrait. Le calcul se fait. Oui. D'abord, c'est un scrutin proportionnel, c'est un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Ça veut dire concrètement qu'au niveau de chaque commune, il y a un minimum de 11 conseillers à élire et un maximum de 45. Selon la taille des communes. Exactement. Une commune qui a jusqu'à 10 000 habitants a droit à 11 conseillers et une commune qui a jusqu'à 200 000 ou dépassant 200 000 doit avoir 45 conseillers. Donc, quel que soit par ailleurs le nombre au niveau d'une commune, la barre de 45 ne doit pas être franchie. Donc, il faut d'abord calculer le quotient électoral. À supposer que l'on prenne la structure de base 11 comme conseiller, 10 000 comme nombre d'habitants. Si les 10 000 ont bien voté, sans bulletin nul, on divise les 10 000 par 11 pour trouver le quotient électoral. Donc, le quotient électoral va donner 9 009. On vient, s'il y a 7 listes de candidatures, chaque liste de candidature va avoir en son sein 11 noms, comme si c'est elle seule qui devrait rappeler l'ensemble des postes. Mais on va voir maintenant, sur les 10 000 personnes qui ont voté, combien ont préféré la liste A, la liste B, la liste C? Si on trouvait qu'au niveau de la liste A, il y a 909 voix une fois, la liste là, a droit à une personne. S'il y a 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois 909, la liste là a droit à autant de fois de personnes correspondant à ce nombre qu'on appelle quotient électoral. Donc une fois que tout cela est fait et qu'on se rende compte qu'aucune liste n'a maintenant l'équivalent du quotient électoral 909, là on va changer de mode de calcul pour aller vers le scrutin, le mode de répartition qu'on appelle le plus fort reste. Ça veut dire que les autres listes n'ont pas eu la moyenne correspondant à 909 par exemple, mais ont quand même un résultat n'atteignant pas ce nombre, mais quand même se rapprochant. Par exemple 7000, 4000, 2000. Alors, entre 7000, 4000 et 2000, c'est 7000. Donc, on accorde le poste restant à ce autre-là. Et ainsi, on a appliqué la voie de la majorité dans le respect de la minorité. Et puis cette déclaration commune du corps diplomatique en Guinée concernant les élections communales du 4 février 2018. Le corps diplomatique salue la tenue du scrutin du 4 février 2018 attendu depuis 2010 ainsi que les efforts fournis par les institutions en charge de son organisation. Il se félicite du sens de responsabilité du peuple guinéen qui s'est exprimé dans le calme en faveur de la démocratie locale le jour du scrutin. Le corps diplomatique déplore le climat délétère et tendu ainsi que les violences qui ont suivi le scrutin et présente ses condoléances aux familles des victimes. Le corps diplomatique en appelle au civisme de chacun, au respect des institutions et des règles de la République. Il appelle toutes les parties et la population à faire preuve de calme et de retenue et à ne recourir qu'aux seules voies légales pour résoudre tout
contentieux né des élections locales. Il encourage les acteurs chargés de la compilation des votes et du contentieux à assurer pleinement leur rôle en toute transparence pour garantir la crédibilité des résultats et leur acceptation. Le corps diplomatique endosse le communiqué du 7 février du représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest du secrétaire général des Nations Unies. Il réitère son appel au calme et à la sérénité de tous, à s'abstenir de toute forme de violence et un appel à l'attachement du peuple guinéen à la démocratie et à la stabilité pour le développement de son pays. 44 millions de dollars, c'est le montant injecté dans le financement du projet de développement intégré de l'horticulture et des forages en Guinée. Le projet est lancé. Il devrait permettre la diversification alimentaire tout en soutenant le maraîchage et la maîtrise de l'eau pour améliorer le segment de la conservation des fruits et légumes. Fodé Camara. En Guinée, les grands défis de l'horticulture sont liés à la maîtrise de l'eau et aux pertes post-récolte dues au manque de chambres froides et d'autres dispositifs de conditionnement et de transformation. Pour corriger ces contraintes, dans les régions administratives de Kindia, Mamou, Farana et Kankan, le projet de développement rural intégré de l'horticulture et forage en Guinée est lancé. D'une enveloppe de 44 millions de dollars, le dernier né des projets agricoles en Guinée compte aménager plus de 1000 hectares, réaliser près de 350 km de pistes rurales. Tous les remerciements vont, n'est-ce pas, au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a ouvert son carnet d'adresses, qui a invité le directeur général de la BADEA à Conakry, qui a parlé avec lui, qui lui a demandé de lui donner un projet. Le directeur général de la BADEA, n'est-ce pas, a accepté de lui financer du coup 20 millions et se faire accompagner par l'OFID qui l'a accompagné pour 20 millions. Ça, c'est un record pour un projet de développement que moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Je travaille à l'agriculture et à l'ACGP depuis très longtemps, mais je n'ai jamais vu un projet qui est parti aussi vite que ce projet. Donc, il faut remercier le président de la République qui se bat corps à âme. Et partout où il a passé, il dit que c'est l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture qui est le fer de lance du développement de la Guinée. D'une durée de 5 ans, l'un des résultats attendus du projet de développement rural intégré est la réhabilitation et l'équipement du centre horticole de Dalaba, mais aussi la réalisation des plantations d'anacardiers de référence, des vergers et écoles susceptibles d'améliorer l'itinéraire technique des producteurs de la noix de cajou. Une telle structure cadre avec nos préoccupations communes d'orienter les financements vers les bénéficiaires sur la base de demandes formulées par eux-mêmes dans le strict respect des fonctions régaliennes du ministère de l'Agriculture. Ce projet est encore une fois une des traditions en acte concret de la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de faire de la Guinée une véritable puissance agricole dans un avenir très proche. Au-delà de l'hydraulique villageoise, qui se traduit par la réalisation de près de 400 forages, l'autre feuille de route du projet de développement rural intégré est liée à la promotion de l'emploi jeune en milieu rural. Réseau routier guinéen, l'année 2018 s'annonce belle et fructueuse avec le lancement de nombreux travaux d'envergure. Grâce à la bonne préparation des projets, plusieurs bailleurs de fonds s'engagent déjà à injecter de l'argent pour la construction de plusieurs types de routes dans notre pays. Ansoumane Toumani Camara. Parallèlement à l'exécution des travaux de plusieurs types sur le réseau routier guinéen, le ministère des Travaux publics a aussi consacré 2017 à la préparation de nombreux projets d'envergure. Nous avons suffisamment de budget programmé, annoncé. Et le principal défi pour nous aujourd'hui, c'est la capacité d'absorption de ces financements. Et cette capacité d'absorption peut aussi être améliorée avec l'encouragement de tout le personnel du ministère des Travaux publics.
D'autres acquis comme la poursuite et le lancement de nombreux projets de route et la détente dans le partenariat public-privé ont été aussi présentés et discutés par les différents acteurs des travaux publics en Guinée. L'année 2017 a été une année pleine de succès au niveau du ministère des Travaux publics, dans la mesure où le nombre de kilomètres réalisés et dans le délai et avec toutes les qualités d'exécution requises dépasse largement tout ce qu'on a connu avant. Et il faut donc féliciter le professeur Alpha Condé à travers son ministre, Madame Oumou Kamara, pour toutes ses prouesses. Cette année, nous essayons de rationaliser chaque année un peu plus les dépenses et en comprimant les frais de fonctionnement pour que nous puissions faire face à nos engagements. Et nous espérons qu'avec la rationalisation de tous ces travaux qui ont été entamés par le passé, nous continuerons à pouvoir faire face à nos différents engagements. Pour garder ce cap de performance, le département a des difficultés à surmonter, comme la lenteur administrative, l'inadéquation entre les crédits alloués et les besoins des travaux, ainsi que le retard dans le paiement des décomptes des entreprises sur le budget national de développement. Tourisme à présent, la Guinée s'inspire du modèle marocain pour valoriser son potentiel touristique. Là-dessus, une délégation d'experts marocains vient d'échanger avec des cadres guinéens à Conakry avant de se rendre sur les îles de Los pour y aller admirer le paysage fascinant de ces lieux. Ousmane Ba. Par la beauté de son paysage, la Guinée se particularise dans la sous-région. Pour valoriser ce potentiel touristique, le département en charge du secteur s'inspire du modèle marocain, d'où la venue de ces experts du royaume chérifiant pour partager leur expérience avec les cadres guinéens. Cette rencontre de ce matin, c'est de faire le point de la mise en œuvre de l'accord qui avait été signé depuis 2014. Donc c'est dans ce cadre qu'il y a une délégation de 6 Marocains qui est là, qui s'occupe non seulement des investissements touristiques, mais du classement et de la formation. En 3 jours, ils ont échangé avec les acteurs du secteur public et privé impliqués dans la promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Les débats ont porté entre autres sur les aménagements des sites, les statistiques touristiques et la réglementation des normes hôtelières. Ça a été une occasion d'échange entre moi et mes homologues guinéens sur les défis et les enjeux d'un classement touristique efficace et efficient. Ça a été aussi l'occasion de voir quels seraient les points à améliorer dans le système de classement guinéen pour mettre en valeur tout le potentiel touristique de la République. Et toujours, nous sommes toujours ravis, en tant que représentants du Royaume du Maroc, de partager cette expérience avec nos frères de la République de Guinée. Dans leur programme, il était aussi prévu de s'offrir le luxe de contempler les îles de Los, où ils ont admiré le relief, le sable et les vagues en cascade qui viennent échouer sur la plage. Ils ont été également marqués par les pas de danse et l'hospitalité des insulaires. Lutte contre l'immigration clandestine. L'OIM Guinée essaie la voie de la musique urbaine pour freiner ce fléau. Les artistes du groupe Degji Forstru ont été sollicités pour sensibiliser les jeunes par le biais de la musique. Et un clip axé sur les dangers liés à l'immigration est réalisé. Il est intitulé Falé, signifiant en langue soussou le pont. Reportage Abdourahmane Koula Diallo. De nos jours, les musiques urbaines constituent un véritable outil de communication pour sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à l'immigration clandestine. C'est fort de ce constat que l'OIM Guinée, en collaboration avec l'Union européenne, a organisé cette conférence de presse en y associant le groupe Degji Forstru qui a réalisé un clip axé sur les conséquences liées à l'immigration clandestine. Beaucoup d'envie de changer les choses qu'on a fait faller. Et d'ailleurs, ça se voit dans le texte et dans la vidéo, dans les paroles, dans chaque mot qu'on a posé, on l'a posé avec tout le cœur. Mais le morceau, il ne parle pas que de ne pas partir, mais il dit aussi pourquoi les gens ils ont envie de partir. L'envie de partir que les gens ont, le fait que ça ne va pas dans le pays. Donc nous, dans la finalité, on a juste envie de faire comprendre aux gens que
Partir c'est bien, mais il faut partir de façon légale. Dans le cadre de la concrétisation de ce projet, l'Union européenne annonce une enveloppe de 65 millions d'euros. Très contente d'être ici aujourd'hui pour le lancement de ce clip, qui est un produit très important dans le cadre de ce projet qui est mis en œuvre par l'OIM. C'est un projet qui est financé par le Fonds fiduciaire d'urgence pour lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière, et aussi par l'artiste lui-même, que c'est très important de sensibiliser les jeunes Kenyans contre les dangers de la migration irrégulière. Le projet de renforcement de la gouvernance des migrations et de support à la réintégration des migrants en Guinée est lancé en avril 2017 pour une période de 3 ans. En information également, l'université René Lévesque vient de mettre sur le marché de l'emploi la 4e et la 5e promotion en santé communautaire. Ils sont plus de 200 étudiants à réussir cette épreuve après 6 mois de cours. La promotion s'appelle Sidikiba Sidibé, médecin en santé publique et chef du département santé. Reportage Djene Yansane, Djamokabar. En Guinée, les systèmes de prévention des épidémies sont caractérisés par un faible taux de couverture dans les communautés locales. L'insuffisance des agents dans les zones les plus reculées expliquerait ce phénomène. Pour satisfaire le manque à gagner, l'université René Lévesque met sur le marché sa 4e et 5e promotion en santé publique. Une nouvelle dynamique dans le processus de réforme de toutes les pratiques liées à la santé communautaire. Ça n'a pas été facile. On a eu 3 mois intenses entre l'hôpital et le certificat. Pratiquement toute la semaine, on ne se reposait que les dimanches. Donc le sentiment que j'ai aujourd'hui, je ne peux vraiment pas tellement je suis aux anges. C'est quelque chose que je cherche et ce n'est qu'un début. Je pense continuer jusqu'au master, Inch'Allah. La santé publique n'est pas dit seulement que c'est les gens qui ont fait la médecine. Il y a d'autres, comme les sociologues, les autres branches, qui peuvent venir faire la médecine. Donc franchement, je suis vraiment contente et je compte continuer là-dedans, comme avoir la licence et le PhD, on ne sait pas jamais. Encadreurs et parents se disent confiants quant à l'avenir de ces nouveaux professionnels de santé. Ils viennent conforter l'élan de réforme du système de santé guinéen. Je prie Dieu que cette formation-là soit bénéfique pour tout le pays, puisque c'est une formation en santé publique. Et on sait qu'on a dit que la santé publique, c'est une formation liée à la prévention de la maladie. Nous avons vécu des années passées un cauchemar. Voilà pourquoi l'Université de Lévesque a réfléchi à mettre cette formation en place, étant donné que nous avons des professionnels qui s'en occupent. Et si nous parvenons à atteindre ces objectifs, nous ne pourrons qu'encourager les autres à venir, parce que c'est une formation multisectorielle. Une nouvelle ère placée sous le signe de la richesse des diversités personnelles et sanitaires. Elle symbolise également pour ces jeunes et femmes le début d'une carrière professionnelle en santé communautaire, avec une vision portée au-delà de nos frontières. On poursuit ce journal avec cette déclaration du SLEG, le syndicat libre des enseignants de Guinée. Suite à une menace de débrayage dite des enseignants, le secrétaire général du bureau exécutif du SLEG a fait une déclaration dans laquelle les responsables de cette structure syndicale rejettent le dit mouvement. Le secrétaire général du SLEG est au micro de notre reporter Younous Atawel Kamara. Déclaration du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Le bureau exécutif national du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée continue d'écouter des déclarations tendancieuses faites par un certain groupe d'individus qui se réclament de la dissidence au SLEG, groupe rebelle qui entretient un climat de terreur et de stress dans notre pays, en programmant des mouvements d'agitation et de désordre pour le lundi 12 février 2018. Le bureau exécutif national du SLEG considère ces déclarations comme illégales et illégitimes pour la simple raison que ces 4 anciens membres sont exclus et que leur nombre 5 sur 19 du bureau sortant n'ont nulle part où se prévaloir
une quelconque représentativité dans un pays où il existe une constitution et des textes fondamentaux pour par organisation crédible. Aussi, ces individus qui n'ont appartenu qu'à un seul mandat sur 5, le dernier en particulier, ne peuvent en aucune façon s'arroger le moindre droit de s'approprier le SLEG et d'organiser une quelconque grève. Cette violence aveugle à laquelle se livrent les intéressés, ignorant le droit et méprisant les victimes de leur première grève, en parenthèse des blessés, des morts, des dégâts importants, un viol sur mineur, ne peuvent être justifiés surtout que les préoccupations des enseignants sont toujours sur la table de négociation. Le SLEG note qu'avec l'exclusion des intéressés pour faute lourde et voyant que la conciliation n'avait plus de sens dans leur cœur, a purement et simplement porté plainte auprès de la juridiction guinéenne pour le rétablir dans ses droits. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Bureau exécutif national du SLEG continue à flétrir cette volonté manifeste de ce groupe d'individus pour saper le système éducatif guinéen en créant des troubles à l'ordre public malgré les conséquences récentes de leur première tentative. Ainsi, le SLEG rejette ce mouvement de contestation lancé par les intéressés pour le lundi 12 février 2018 et lance un appel pressant à l'endroit des enseignants et chercheurs de Guinée pour qu'ils refusent de se compromettre dans une telle initiative absolument illégale et irresponsable. Il leur demande de continuer librement à assurer la noble mission qu'ils ont choisie en poursuivant les cours dans les différents établissements en pensant à la Guinée et aux Guinéens. En tout cas, le Bureau exécutif national du SLEG ne prendra aucune responsabilité pour des actes solitaires que vont poser d'éventuels grévistes. Le SLEG, après avoir pris toutes les dispositions face aux activités illégales continuelles de ces dissidents, rend responsable le gouvernement au cas où il ne prendrait pas des mesures pour éviter d'éventuels dérapages dans le pays. Vive l'école guinéenne, vive le SLEG, vive l'intercentrale CNTG-USTG, vive la Guinée et les Guinéens. On termine avec ce décret du président de la République, décret D-2018-018-PRG-SGG portant nomination de cadre au ministère de la Santé. Le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, Dr Sékou Kondé, précédemment directeur national des établissements hospitaliers et soins. 2. Chef de cabinet, M. Yagouba Bari, précédemment conseiller chargé de la qualité des dépenses au ministère du Budget. 3. Conseiller principal, Dr Mohamed Lamine Yansani, précédemment conseiller chargé des questions de politique de santé. 4. Conseiller chargé des questions de politique de santé, Dr Mamadi Kourouma, précédemment directeur national de la santé familiale et de la nutrition. 5. Conseiller chargé de mission, Dr Bachir Kanté, précédemment expert OMS, conseiller chargé de la lutte contre la poliomyélite au ministère de la Santé. 6. Conseiller chargé de la coopération technique, Dr Kabinet Souaré, précédemment directeur national de la pharmacie et du médicament. 7. Conseiller juridique, M. Souleymane Touré, juriste, précédemment assistant du premier président de la Cour suprême. 8. Inspecteur général de la santé, Dr Damani Keita, médecin précédemment inspecteur principal de police au cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 9. Inspecteur général adjoint de la santé, Dr Mahmoud Silla, pharmacien en service à Lugang. Directeur du bureau de stratégie et de développement, Dr Abdoulaye Kaba, confirmé.
Directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement, Dr Yeroboy Kamara, confirmé. Directeur national de la pharmacie et du médicament, professeur Falaye Traoré, précédemment directeur adjoint de l'Institut national de santé publique. Directeur national adjoint de la pharmacie et du médicament, Dr Nyankwe Goumou, précédemment chef de section économie du médicament à la direction de la pharmacie et du médicament. Directeur national des établissements hospitaliers de l'hygiène hospitalière, Dr Aboubakar Konté, précédemment directeur national adjoint des établissements hospitaliers de l'hygiène hospitalière. Directeur national adjoint des établissements hospitaliers de l'hygiène hospitalière, Dr Ahmed Tidjan Bari, précédemment directeur de l'hôpital régional de Boké. Directeur national de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle, Dr Fassine Yatara, précédemment responsable surveillance cellule nationale de lutte contre Ebola. Directrice nationale adjointe de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle, Dr Awa Touré, précédemment directrice adjointe de la prévention et de la santé communautaire. Directeur national de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, Dr Timothy Guilavogui, précédemment coordinateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Directrice nationale adjointe de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, Dr Aïssatou Satour Diallo, précédemment directrice nationale adjointe de la santé familiale et de la nutrition. Directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition, Dr Fadima Djenekaba, précédemment chef de département santé publique à l'Institut national de santé publique. Directrice nationale adjointe de la santé familiale et de la nutrition, Dr Madina Rachid, précédemment chef de la division santé de la reproduction. Directeur national des laboratoires, Dr Mamadou Saliouba, chef de chaire de biochimie à la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Directeur national adjoint des laboratoires, professeur Manjou Djakité, directeur du laboratoire de l'hôpital Donka. Directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, Dr Moussa Konaté, confirmé. Directeur général adjoint de la pharmacie centrale de Guinée, Dr Amadou Tcherno Diallo, précédemment responsable de la pharmacie centrale de Guinée de Boké. Directeur général de l'Institut national de santé publique, Dr Abdoulaye Touré, pharmacien épidémiologiste, enseignant-chercheur, faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Directeur général adjoint de l'Institut national de santé publique, Dr Robert Kamara, précédemment directeur national de la santé communautaire. Directeur du service de la promotion de la santé, Dr Karamo Talibi Kaba, médecin en service à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Directeur national des ressources humaines de santé, Dr Mohamed Faza Diallo, précédemment chef service planification et formation au ministère de la Santé. Directeur national adjoint des ressources humaines de santé, Monsieur Fidel Kamano, chef division ressources humaines au ministère de la Santé. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 février 2018, signé professeur Alpha Condé. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à demain.